France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour ce grand forum, dernière émission de la semaine puisque nous sommes vendredi le 28 octobre, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui dans ce grand forum un programme ma foi très sympathique. Vous allez pouvoir le constater avec pour m'accompagner aujourd'hui la baronne Bouchra. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Bouchra? Ça va, ça va. Bah écoute, ravi de te revoir Bonjour après 2 semaines d'absence. Tu seras aux côtés de Tarek Mami qui continue d'être très à l'heure. Tout à l'heure avec nous. Nous allons parler aussi de différentes soirées qui vont se dérouler, notamment demain soir avec le président de l'APCV qui sera avec nous tout à l'heure à 17h. Tout à l'heure, on terminera l'émission aux alentours de 18h20 par un coup de cœur que tu m'as d'ailleurs gentiment conseillé. C'est un morceau de salsa cubain. Et très sympathique, vous allez voir, ça va être pour ensoleiller un petit peu votre week-end. Voilà. Après avoir écouté évidemment la télé, les programmes pour ce soir, le sport et puis l'ami Amar qui nous proposera une recette à base de purée et d'oignons. Oula, sympa. Nous ce soir c'est pas la télé Bouchra, c'est plutôt du côté de Nanterre que ça va se passer en ce qui nous concerne évidemment. Et on incite tous les auditeurs à venir à 20h à l'espace Chevreuil pour ce projet Amana, cette école donc du côté de Montpellier. Pour bien la construction de cette école avec une soirée humoristique. Il y aura beaucoup de monde, on va bien rigoler, donc ça va faire du bien aussi, histoire de bien commencer le week-end. C'est à Nanterre, espace Chevreuil. Je rappelle le numéro de téléphone pour les réservations, dépêchez-vous. 06 17 07 40 20. 06 17 40 20. J'ai oublié un numéro. 06 17 07 40 20. Voilà. On va y arriver. Le coup de cœur, Bouchra, sera quoi? Alors le coup de cœur aujourd'hui, c'est Sonia Gerbi de la marque Thinking Bag qu'on attend, qui va arriver. Donc voilà, elle pourra vous expliquer un petit peu ce qu'elle prône au niveau de sa marque, qui est assez intéressante parce que c'est mixé avec le social aussi. Donc voilà, je lui laisserai la parole tout à l'heure. Voilà, c'est son retour. Absolument. Tarek Mami nous proposera lui un coup de cœur musical d'une célèbre chanson de tunisienne et réinterprétée. Vous allez voir, c'est plutôt bien. Moi, je suis tombé sous le charme en tout cas. Quel sera ton avis tranché, Bouchra? Alors, mon avis tranché, c'est la beauté, un facteur de discrimination. Parce qu'en ce moment, en plus, se déroule, j'ai été hier soir, ça m'a encore énervé de voir qu'il existe encore des concours de Miss Beauté, Miss Beauté orientale. T'es pas très Miss, quoi, hein? Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Voilà, pourquoi. Absolument. Tarek Mami, lui, nous parlera d'une nomination auprès de l'Islam, du nouveau conseil de l'Islam de France, tout à l'heure dans son avis tranché, ce qu'il aime appeler son point de vue, enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça y ressemble. Et puis bien entendu, vous pourrez nous appeler, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au numéro de téléphone du Grand Forum 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. N'hésitez pas. Alors sinon, dans les discussions aujourd'hui, je vous propose de parler des forces irakiennes qui se rapprochent de Mossoul, bastion de Daesh. Les civils sont de plus en plus nombreux à fuir les zones tenues par les terroristes. L'ONU dénonce l'exécution par l'État islamique de plus de 200 personnes. Et puis nous parlerons aussi de la primaire à droite puisque nous sommes à J-14 avant le premier tour. Et 2 hommes étaient pratiquement dans la même ville hier, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Alain Juppé qui en a profité pour faire une petite visite dans les quartiers nord de Marseille. Mais pour l'heure et pour commencer, voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Et justement, c'est à la radio et en même temps à la télé que nous allons commencer ce zapping avec hier matin Nicolas Sarkozy, l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC, nos confrères. Et à la première question, à Nicolas Sarkozy, qu'allez-vous faire après la primaire si toutefois vous la perdez? La première question est toute simple. Si vous êtes battu à la primaire de la droite et du centre, est-ce que vous arrêterez la politique? Je vous retrouve comme je vous ai laissé, Jean-Jacques Bourdin. C'est un plaisir. Au fond, on ne change pas. Non. Bon, mais que je vous explique. Je suis dans un combat pour le gagner. Je sens une mobilisation très forte. Je vous répondrai pas à cette question. Je vais faire la primaire. Après la primaire, si nos électeurs le souhaitent, je ferai la campagne présidentielle et je vous le dirai à la fin. Imaginez que je réponde maintenant. On va dire, comme on l'avait dit au moment de la présidentielle de 2012, que j'ai pas de morale. Donc voilà, je suis tout entier concentré sur la victoire.
Dans Actualité sur France 2, hier, l'animateur a proposé à son invité Jean-François Copé de distribuer des pains au chocolat. Celui-ci a refusé. Après 3 euros, c'est 2,85 €. Ce qu'on va vous proposer en revanche, c'est distribuer des pains au chocolat. Je vais demander à Eric, notre assistant réalisateur, de nous amener ça. Puis vous allez distribuer là pour le coup des vrais pains au chocolat à 1,10 €, 1,15 €. Vous allez distribuer ça à tout le monde, monsieur Copé. Regardez, c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas comment vous allez le distribuer. Non, vous êtes gentil. Les gens vont être contents quand même. Allez, Michel. Allez, Michel va le faire. Merci beaucoup. Vous voulez goûter quand même Vous voulez goûter quand même un petit peu au chocolat, Jean-François Copé? Ça suffit. Mais je sais, voilà. Est-ce que vous voulez les goûter quand même, Jean-François Copé, ce petit le petit, allez. Bah, quand même, faut le goûter. Toujours sur France 2, dans l'émission politique hier soir, l'invité François Fillon, et un vif accrochage a eu lieu durant l'émission entre un leader syndicaliste qui a traité François Fillon de raciste. Et on va laisser les coups de François Fillon réagir sur ça. Monsieur Fillon, Elie Domota, on va laisser François Fillon réagir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit une longue tradition de propos racistes. Je voulais juste que François Fillon réagisse là-dessus. Monsieur Domota, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y, Elie Domota. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Lorsque les Africains se sont rebellés, eh bien, ce sont de véritables élevages de nègres qui ont été installés en Guadeloupe pour créer des êtres soumis. Voilà ce que M. Fillon appelle le partage des cultures. Ce sont là des propos racistes qui relèvent de l'apologie de crimes contre l'humanité. On va laisser François Fillon répondre là-dessus. Il y a des crimes. Monsieur Domota, s'il vous plaît. On va laisser François Fillon répondre. Monsieur Domota, Monsieur Fillon, Monsieur Fillon, longue tradition de propos racistes, dit Elie Domota. C'est évidemment parfement scandaleux de me traiter de raciste et je le conteste avec la plus extrême énergie. D'ailleurs, j'invite Monsieur Domota à relire l'hommage que j'ai rendu au Parlement français pour la... Monsieur Domota, laissez parler Monsieur Fillon, s'il vous plaît. Après le décès... Alors, ce qu'il est bon d'observer pour ces émissions politiques, c'est l'audience, évidemment. On se rappelle que Alain Juppé avait fait 2,6 millions, Nicolas Sarkozy 2,3 millions, et donc le troisième homme, visiblement, c'est François Fillon avec 2,55 millions téléspectateurs. On ne parlera pas du naufrage de Bruno Le Maire la semaine dernière. Alors, justement, et toujours à propos de cette émission politique diffusée hier soir, vous le savez, elle se termine toujours par la chronique de Charline Walbenker, qui revient un petit peu sur les moments forts de l'émission, sur un ton humoristique, ce qui a visiblement agacé ou pas vraiment plu à François Fillon. Écoutez. Un mot, François Fillon, un mot de commentaire. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour Charline, je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière, mais c'est juste ma vision des choses. Merci. Léa. On ne sait pas si les applaudissements saluent l'émission ou s'ils saluent votre propos. Léa, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est votre choix et c'est le nôtre Bien sûr. d'avoir Charline pour clôturer cette émission. Merci François Fillon d'avoir été notre invité ce soir. Voilà pour ce zapping. Alors Bouchra, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce zapping aujourd'hui? Moi, c'est Sarkozy. Oui. Il fuit la question, mais d'une certaine façon, il pourrait faire de l'humour, hein. Il pourrait s'y mettre. Ouais, bah écoute, il a après, encore du boulot. C'est vrai que j'ai pas suivi un petit peu les médias par l'histoire des pains au chocolat c'est vrai qu'on ne parle que de ça cette semaine. Ça a fait le buzz. Il a fait le buzz avec ses fameux pains au chocolat à 10-15 centimes. Oui, c'est ça. Et à tel point d'ailleurs qu'une boulangerie a proposé justement des mini pains au chocolat à 15 centimes. C'était mignon pour les petits creux. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que j'avoue que Sarkozy fait fort encore et encore comme à son habitude. Donc voilà, mais je pense qu'il sera toujours, il sera toujours là, hein, même si s'il perd, il sera de retour. Il n'arrêtera pas la politique. Il n'arrêtera pas la politique, non. Écoute, on fera avec. Il a ça dans le sang. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un ego surdimensionné en même temps, les hommes politiques, hein, à tel point d'ailleurs que François Hollande, s'il se représente, c'est vraiment que voilà, ils ont un ego tellement puissant, tellement fort, déconnecté de la réalité que finalement. Autrement, Sarkozy ne serait pas représenté alors qu'il a déjà été président de la République. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que ils se sentent absolument
imbattable, infaillible, incroyable. Bref, on est là pour en parler de ces hommes et femmes politiques, bien sûr, qui nous font bien rire parfois, même très souvent, heureusement. Allez, dans un instant, on va démarrer avec les avis tranchés avant de parler de la situation en Irak. Oui, Bouchra. Est-ce que je peux passer un petit message parce qu'en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Ah bah vas-y, je t'en prie. Profite. À qui je voulais souhaiter un très bel anniversaire. Donc Mustapha, si tu m'entends, je te souhaite un très très bel anniversaire et voilà, on se voit très très vite. Bisous. Le rendez-vous est pris donc. Dans un instant, on va parler des Miss. Elle les aime pas trop, Bouchra. Non. Ouais, les concours de beauté discriminatoires pour les femmes. Tout à fait. C'est un peu pour les femmes. Non, mais je vais parler aussi. Quand je dis que c'est un facteur de discrimination, je vais parler aussi quand on parle de la beauté, c'est la beauté que ce soit au niveau des enfants, dans le milieu, sur les lieux de travail, sur le marché en fait de l'amour. Voilà, ça implique vraiment. Ça va être très vaste. Mais je vais faire un petit coup de gueule par rapport à ces concours de Miss je ne sais quoi, la Miss Beauté, Miss France et compagnie, ce qui existe dans le monde entier, Miss Monde. Voilà, moi je suis pas trop pour ce genre de concours. Ils ont jamais fait Miss Immonde alors? Si. Miss Immonde. Miss Immonde, non, ouais, non, jamais. Mais bon, c'est vrai que là, ça serait un petit peu. Il y aura des prétendantes, hein. C'est pas gentil. Ou alors Miss, je sais pas, de charme, parce qu'on peut être fort. Oui, on peut avoir du charme, mais voilà, physiquement pas être au top, ce qui peut arriver. Ouais. Et il en faut de tout pour faire. Mais là, c'est vrai que c'est Miss, donc voilà, c'est des concours sexistes et discriminatoires qui soupèsent le regard de la femme et on évalue sur leur tour de poitrine, de taille, de hanche, leur démarche et sourire, la capacité à être des potiches bien gentilles, voilà. Et ça t'énerve. Voilà, c'est pour le faire valoir d'autres produits à vendre, comme le salon de l'automobile, comme on a pu constater. Enfin voilà, c'est vraiment de mettre ces femmes, c'est les hôtesses, ouais, c'est vrai. Bon, allez, on en reparle de tout ça dans un instant et vous pourrez réagir au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour ce vendredi avec la baronne Bouchra qui est avec nous et aussi Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Christophe, bonjour à Bouchra. Et sans le savoir, Bouchra m'a piqué. Moi, quand j'étais à la fac, tout le monde m'appelait le baron. C'est vrai. Ben voilà, le baron et la baronne. Et c'était le baron Mami, parce que j'avais un statut un peu particulier. J'étais le seul maghrébin à l'époque à Sciences Po, à la Sorbonne et tout ça. Et quand je m'exprimais, donc je ne comprenais pas ce qu'il me disait. À l'époque, je venais de débarquer. Moi, j'ai appris le français dans les livres et pas dans la rue. Et donc les clopes, les godasses et les petits noirs, je connaissais pas. Et donc, comme moi je parlais français voltairien, comme me disaient mes collègues, donc j'ai dit lui c'est le baron, donc faut pas lui parler ni godasse ni à l'époque la sœur, comment ça s'appelle, la frangine, les trucs, tout ça. J'ai découvert au fur et à mesure en marchant comme les bébés. Et donc pendant un moment je me suis fait appeler par mes camarades de classe le baron. Bon, alors le baron et la baronne ici en studio en ce vendredi, c'est plutôt bien pour terminer. Une adresse mail à certains moments baron Mami parce que c'était le copain, je connaissais pas comment ça se fait, c'est eux qui m'avaient ouvert le truc. J'aime bien votre coup de cœur musical, Tarek, je tiens à vous le dire. Eh ben, la radio, c'est à la fois pour moi notre roi slogan, c'est informer, débattre et divertir. Ouais. Et dans le divertissement, j'ai trouvé, on parlera un petit peu peut-être de cette dame, mais c'est une dame qui n'est pas tunisienne. C'est une chanson d'Eddie Jouani à la base? Oui, tout à fait. Et cette dame, je sais pas si elle est née ou pas en Tunisie, mais en tout cas, elle a vécu sa petite jeunesse probablement de 2-3 jusqu'à 10 ou 12 ans. Et elle chante donc La Goulette, où elle a vécu. Elle chante plein de choses, avec un accent français super cassé, comme nos vieux à nous parlent la langue française, elle parle la langue arabe. Et donc j'ai trouvé que c'était beau. Et j'ai envoyé donc. Alors pour la petite histoire, à l'époque dans mon passé radiophonique, il y avait une auditrice qui se faisait, vous la connaissez certainement, Madame Mireille. Oui. Qui est décédée malheureusement. Tout à fait, oui. Et à chaque fois qu'elle m'appelait à la radio pour me demander cette chanson d'Eddie Jouani. Tout à fait. Alors là, on en a au moins 3 ou 4 versions, puisqu'on a passé il y a quelques mois, début juillet, une version de, comment ça s'appelle, de Hand Mezri ou un truc comme ça, qui elle la chante avec le qanoun. Le qanoun étant cette espèce d'instrument de musique à plus de 99 cordes, qui généralement est joué par les hommes, et c'est l'une des rares femmes qui joue avec cet instrument. Qanoun. Alors, on va passer, si vous voulez bien, et pour commencer cette émission, avant de nous rendre à Mossoul ou Mossoul ou Alep? Les deux.
Les deux, parce qu'on va aussi parler d'Alep, parce que moi, chaque fois que vous direz Mossoul, je dirais Alep. Ouais, ça tombe bien, j'avais prévu de parler des deux. Donc, non, mais et pour expliquer, c'est tout ce qui se passe à Mossoul est considéré comme affreux, fait par des terroristes salopards, et tout ce qui se passe de la même manière à Alep, c'est considéré comme des crimes de guerre et comme inadmissible de tout ça. Et pourtant, hier, l'horreur a été à son comble, puisque c'est une école qui a été touchée avec pas moins de 25 enfants tués. Oui. Dont et on l'attribue tout de suite aux forces syriennes et russes. Non, maintenant on parle des rebelles. Ah ben voilà. voilà. Non, mais parce qu'aujourd'hui les Russes ont mis en place, en fait, des instruments d'enregistrement vidéo de tout ce qui se passe. Et dès que quelqu'un leur dit c'est vous, ils sortent la vidéo et ils expliquent les angles de tir, les emplacements et les trucs, et puis c'est tout quoi. Allez, c'est parti pour les avis tranchés. 5, alors piétinez-moi, allez-y. Je suis sûr, Tarek, le baron ne verra aucun inconvénient à laisser la parole, galanterie oblige, à Bouchra. D'après Sarkozy, il n'y a pas d'égalité homme-femme chez les Arabes, chez les musulmans, donc on va essayer de le démentir de temps en temps. Et elle va nous parler en plus d'un sujet qui va certainement vous interpeller. Vous savez, je sais que vous avez horreur de tous ces concours de Miss, mon cher ami Tarek. Ça tombe bien, c'est au moins un point commun avec Bouchra. J'ai refusé plusieurs demandes de parrainage et j'ai dit, moi je ferai volontiers à tous ceux qui m'appellent le concours du parrainage de la meilleure réussite scolaire pour les filles. Voilà, ça, là vous y venez, mais celle qui a des plus belles jambes ou une plus belle tête, alors justement, je me reconnais pas dedans. Ça tombe bien Bouchra, alors oui, on t'écoute. Tout à fait, c'est des concours qui sont complètement, pour moi, honteux et qui n'élèvent pas le niveau quant à la place des femmes dans cette société. Mais là, je voudrais faire un point donc sur la beauté, la beauté qui est un facteur de discrimination, la beauté qui est injuste. Elle crée des inégalités entre individus qui, bien que non dites, ont de très fortes implications sur le marché de l'amour ou sur celui du travail. Donc ça concerne pas que les femmes. Donc on peut débattre sans fin de la beauté et la laideur, elle est indiscutable. La beauté est injuste car très inégalitaire. Mais ce n'est pas tout. S'il s'ajoute un constat plus cruel encore, le beau possède le privilège supplémentaire d'être associé à ce qui est bon et bien. Le lien entre beau et bien s'ancre dans le langage, même là où les deux mots sont parfois synonymes. On dit une belle personne en parlant de ses qualités morales et vilain est synonyme de méchant, comme s'il suffisait d'être beau pour être paré de toutes les autres qualités. La beauté est spontanément liée à l'intelligence, la gentillesse, la santé, la sympathie, etc. En somme, ce qui est beau est bien. De tout temps, l'imaginaire de la laideur fut associé au mal en correspondance avec les monstres, le diable, les pervers, le malade, et cela entraîne répulsion et crainte. On peut alors se demander quel impact la beauté a dans la vie quotidienne. Ces facteurs jouent de façon plus ou moins consciente, non seulement en amour, mais aussi à l'école, sur le marché du travail ou dans la justice. La sélection beau-laid opère dès l'école. Elle initie dès la cour de récréation où les attaques contre les moches se révèlent impitoyables. De nombreux enfants souffrent en silence des persécutions faites à ceux qui ont le malheur d'être trop gros, trop petits, de loucher ou d'avoir des dents mal plantées. Le même protocole peut être appliqué aux entretiens d'embauche. Un visage disgracieux sur une photo de candidature est un handicap certain. De même, un CV avec un visage d'obèse a moins de probabilité de décrocher un entretien d'embauche qu'un autre. La beauté joue dans la sélection. Ce fait est encore renforcé dans nos sociétés de services où les relations publiques sont importantes que dans la société industrielle. Certaines entreprises recrutent en tenant compte explicitement de l'esthétique. C'est le cas pour certaines tâches de représentation, comme les hôtesses d'accueil, des hôtesses de l'air, stewards, présentateurs de télévision, etc. Mais dans de nombreux cas, le critère esthétique opère sans être explicite. Un manager qui recrute sa secrétaire, un chef qui recrute dans son service un salon de coiffure ou un magasin de vêtements, il est toujours mieux que l'image de marque d'une entreprise que le salarié qui la représente soit beau. Même à l'intérieur des équipes, bien qu'il n'ait pas d'enjeu de représentation, le phénomène joue. Dans des relations sociales ordinaires entre collègues, il a été démontré par des sociologues que les personnes les plus belles attirent plus de sympathie de la part de leurs collègues. On recherche plus volontiers leur compagnie. Inversement, il y a une mise à l'écart des obèses, des laids ou des handicapés. La discrimination par la beauté qui existait déjà à l'école se poursuit au travail. Elle se retrouve aussi dans la justice, face aux juges. Le délit de sale gueule joue un rôle et appelle plus de suspicion qu'un visage d'ange.
C'est incontestablement, sur le marché de l'amour que la loi de la beauté est la plus implacable et la plus cruelle. En dépit de l'amoureusement correct, qui voudrait que l'on aime une personne d'abord pour sa personnalité, sa générosité, son intelligence, son humour, la beauté reste le facteur prédominant dans l'attraction entre les êtres. Une belle gueule est évidemment infiniment plus de chances de pouvoir séduire la femme de ses rêves qu'un laidron. De ce point de vue, la sélection par le beau est assez intraitable. La laideur contraint souvent à ne séduire que les personnes qui sont à sa portée, c'est-à-dire ceux qui vous ressemblent. Bref, c'est triste à constater, à l'école, au travail, en amour, en amitié et dans les relations humaines en général, il vaut mieux être beau, malheureusement. Cela compte de façon significative dans le jugement porté sur nous. On comprend dans ces conditions que le maquillage, la musculation, les régimes amaigrissants, les produits anti-âge, anti-rides, la chirurgie esthétique, tout ce qui s'ensuit, le botox et tout ça. Bref, tout ce que l'industrie de la beauté peut proposer se porte bien. Malheureusement, l'importance que l'on accorde aux apparences est tout sauf de la futilité. La beauté est un atout considérable dans les relations humaines. De la crèche à l'entreprise, en passant par l'école et la vie privée, l'apparence physique est un facteur de discrimination, même si personne ne l'admet. Donc voilà pourquoi, en plus de cela, voilà tout ce qui est concours de Miss m'irrisse. On a compris. Tarek, petite réaction? J'ai fait ma réaction avant même que Bouchra nous parle, puisque moi je suis contre par principe, c'est-à-dire que pour moi éventuellement ces concours devraient venir couronner quelque chose d'autre qui est beaucoup plus profond. Il y a la limite si on fait le concours de beauté entre toutes celles qui à la fin d'une année ont eu les meilleures notes, ça peut avoir une note rigolote ou une note de fin d'année, mais construire la carrière des gens et des femmes surtout sur ce critère m'horrifie. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, Bouchra, vous devez être au courant. Dimanche. Je sais pas où, mais il y a une des demoiselles qui devait participer donc à un concours de beauté, de belle fille. Et elle a eu donc, l'obligation de choisir entre ce concours et l'école. Et elle a abandonné ce concours pour reprendre ses études. C'est très bien ça. C'est une bonne chose. Mais soyons pas hypocrites. Tarek, nous les hommes, on a quand même ce regard sur une femme. Déjà, les hommes et les femmes. Votre vision, quand vous dites nous les hommes, et vous croyez que quand les femmes voient quelqu'un de beau, de bien habillé, de poli, elles ne remarquent pas? C'est vrai. Faut arrêter donc cette division du monde homme-femme, sinon vous êtes en train de faire du Fillon, du Sarko, un peu moins du Juppé et beaucoup de Le Maire. Les Arabes, les musulmans, leurs femmes sont inégales. Je ne vais pas parler des Arabes et des musulmans. Je parle des hommes en général, moi. Parce qu'on viendra dans mon papier sur cette question d'une certaine manière. Et je ne vais pas vous renvoyer à ceux qu'on appelle islamistes, qui, par exemple, lors de l'écriture de la Constitution tunisienne, ne voulaient pas mettre un article l'homme est l'égal de la femme est l'égal de l'homme. Ils ont proposé ce fameux article qui n'est pas passé heureusement, que la femme est la complémentaire de l'homme. Oui, mais ceci étant, que ce soit une femme ou un homme, vous êtes d'accord avec moi, on regarde l'aspect physique a une importance. Il est quand même plus agréable de voir quelqu'un animer une émission à la télé qui soit beau, ça remplace à la limite son incompétence. Que moche et incompétent. Ça, c'est très bien ce que tu as dit, Christophe. Je suis d'accord avec toi quand tu as dit le mot agréable. Il faut que la personne soit agréable à regarder, agréable. Voilà, je trouve que c'est pas le mot beau. Pour moi, c'est beau ou belle. Je sais pas si vous avez connu. Après, il y a ce qu'on appelle le charme aussi. Oui, tout à fait. Vous êtes jeunes tous les deux, mais il y a eu un très très grand acteur. Oui, monsieur l'ancien. Non, mais c'est pas ça. Il y a un très grand acteur dans les années 70. Où les gens allaient voir son film, pas pour le film, mais pour le voir. Il s'appelait Richard Gere. Richard Gere, on connaît quand même. Tout le monde allait voir. Ces films étaient des navets. Mais aux États-Unis, ils remplissaient les salles parce que Richard Gere, comme on dit en français, c'est le parfait gendre auquel toutes les vieilles, le connaît pas, toutes les vieilles personnes, non mais physiquement, toutes les vieilles rêvent d'avoir. Non mais après il y a des personnes, moi mais qui n'étaient pas des hommes quand on regarde Clint Eastwood, il y a des hommes qui sont très, qui ont un certain âge et qui sont très beaux. Pareil pour des femmes, quand on regarde. Alors en politique c'est amusant, vous savez qu'il y en a un qui était quand même bien apprécié des femmes, c'est Dominique de Villepin. Oui. Qui a un physique visiblement
très agréable, et pourtant il a pas fait une grosse carrière. Enfin, où il a pas voulu. Où il a pas voulu. Moi, je me rappelle que par exemple, quand j'ai commencé mon droit, comme disent les médecins, on était près de 800 élèves dans l'amphithéâtre, et sur les 800 élèves, il devait y avoir 500 filles, 300 garçons. Et quand on est arrivé en clair en 3 ans, on en a fait une boutade, que Dieu nous pardonne à tous. Toutes les belles filles ont disparu en 2 ans. Et généralement, se sont mis avec des profs, avec des chercheurs. Elles sont disparues. Et ne restaient avec nous que celles qu'on appelait à l'époque les filles moches, et qui, elles, travaillaient parce que, comme ce côté-là ne payait pas socialement, il fallait qu'elles deviennent elles compensaient. Avocat, juge et même femmes politiques. Mais grâce à leur compétence et leur travail, non pas grâce à leur charme. Mais le charme, ça fanait vite aussi, hein, Christophe. Ouais, absolument. Bon, alors, mon cher ami Tarek, c'est à vous. Et vous allez parler d'une nomination qui est un peu passée inaperçue, finalement. Et qui le restera? Sauf sur France Maghreb 2. Eh ben alors, on vous écoute, on est au oui. On y va. Alors, Monsieur Bachir Barti, sous-préfet de Macan, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, de son État, aujourd'hui professionnellement, a été désigné à la direction générale de la Fondation pour l'Islam de France, confié, donc, dont la présidence a été confiée à Monsieur Chevènement. Ceci, donc, n'est pas un scoop, cher Christophe, cher Bouchra. Ce n'est pas un scoop médiatique de France Maghreb 2, mais c'est une information passée sous silence parce que l'on appelle les grands médias, les médias mainstream, c'est-à-dire les médias qui donnent le là de l'information dans notre pays et traitent les informations et l'actualité nationale et internationale comme des frères siamois que sont ces médias. Une dépêche de l'AFP tombe, elle donne l'information et l'oriente selon sa vision, et tout le reste de la presse suit. Il faut donc prendre et reprendre cette information, notamment celle de la nomination de M. Bachir Barti, la passer au crible de la dissection, de l'analyse, de la critique, pour en sortir et mettre en valeur toutes les dimensions et une lecture plurielle de cette information. Bien que l'islam, et nous pouvons même dire aujourd'hui de plus en plus, si vous permettez, la question musulmane, comme on disait au XIXe siècle, la question juive, concentre l'essentiel des débats politiques entre islam et politique, Burkini, inégalité homme-femme, on y vient, on y revient, comme si le chômage et la croissance économique en dépendaient. Cette information de désignation des directeurs de la Fondation de l'Islam, censée apporter la paix sociale, occupe aujourd'hui moins de place que le fait divers de kidnapping d'une dame milliardaire à Nice. En fait, cette nouvelle désignation, après celle de M. Chevènement, démontre pour ceux qui ont douté encore que la gestion de la sphère politique reste régie par une mentalité de microcosme et que la gestion de l'islam ressort du seul ressort du ministère de l'Intérieur. Et je précise, c'est-à-dire nos hommes politiques, nos partis politiques, nos hautes administrations et nos hauts fonctionnaires vivent entre eux, en vase clos, dans leur microcosme. Leurs regards sont incapables de dépasser leurs horizons immédiats. Ils sont incapables de se rappeler qu'il y a dans la société civile des femmes et des hommes compétents, capables de réfléchir avec d'autres à la question de l'organisation et de la gestion de l'islam de France ou de l'islam en France, parce que ces deux concepts, aujourd'hui, malgré tout, coexistent ensemble de plus en plus, tout comme le christianisme, qui a des liens directs avec le Vatican, le judaïsme, qui est en relation forte avec Israël et le judaïsme américain, le catholicisme orthodoxe, qui est branché, lui, en direct avec la Russie, dont la dernière illustration, comme vous le savez, vient de se concrétiser par la construction de la nouvelle église cathédrale orthodoxe construite en plein arrondissement noble de Paris et au pied de la Tour Eiffel et en face de la Seine. Nouvelle église catholique qui, il faut le rappeler encore, aux esprits chagrins et à tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de financement étranger des lieux de culte, comprenez les mosquées, a été, elle, complètement financée par la Russie, c'est-à-dire, pour enfoncer le clou, un financement de A à Z d'un lieu de culte en plein Paris par un pays avec lequel la France est en quasi-guerre, au moins sur les questions de la Crimée et de la Syrie. Paradoxe de la situation. La Russie, un pays que la France sanctionne, avec l'ensemble des pays de l'OTAN bien sûr, un pays avec lequel la France casse des contrats de vente de matériel militaire et aggrave le chômage, obtient sans problème le droit de financer un lieu de culte, alors que les pays avec lesquels la France a les meilleures relations politiques, diplomatiques, commerciales et militaires, pour ne pas les nommer le Qatar et l'Arabie Saoudite, n'ont pas le droit de financer les lieux de culte mosquées, fussent-elles, elles, microscopiques, ces mosquées. 2 poids, 2 mesures, vérité en deçà des Alpes, mensonge au-delà,
Nos hommes politiques et notre haute administration, après avoir laissé au président russe Poutine la gestion directe de cette nouvelle église cathédrale à Paris, vont chercher, pour la direction de la Fondation de l'Islam en France, et en France donc, un fonctionnaire. Un monsieur certainement respectable et respecté, avec une tête bien faite, comme l'écrit la presse locale à Mâcon, mais imparfait inconnu du grand public et surtout de la communauté musulmane, comme si elle n'avait pas de personnalité de culture musulmane à forte notoriété publique. On le choisit juste pour ses prénoms et son nom, qui sonne arabe, ce qui pourrait contenir en soi une dimension raciste. Bachir, Mohamed, Salah et tous les autres, on va vous faire défiler sur la scène, non pas nécessairement pour vos qualités et compétences, mais parce que vous avez l'apparence de musulmans, comme disait Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Pourtant, n'importe quel journaliste, professionnel, reconnu, policier de renseignements généraux, enseignant ou écrivain spécialiste de l'islam, aurait pu fournir à cette haute administration gracieusement une centaine de noms de femmes et d'hommes de différentes générations, des plus âgés aux plus jeunes, qu'elle compare et qu'elle choisisse. Notre classe politique, aurait pu faire même, et je leur suggère, même si c'est un peu tard, un appel public aux candidatures pour cette direction de cette fondation. Ne serait-ce que pour faire vivre cette séquence médiatiquement pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et faire émerger, pour une fois, des représentants positifs de l'islam. Toujours les mêmes, auraient pu faire défiler sur les plateaux de télévision publique et priver au moins une partie de ces candidats pour exposer au regard de tous à la société française d'aujourd'hui et présenter le point de vue de l'organisation de cette fondation. Je sais que la pub arrive et je termine par cela aurait pu permettre à tous de découvrir des personnalités et des CV intéressants pour que l'information circule, comme quoi ce sujet doit sortir du microcosme. Non. Encore une fois, préfèrent continuer à vivre dans leur microcosme et à épuiser leurs références et leurs hommes. Je rappelle ici que M. Bachir Barti est d'abord énarque, promotion René Cassin, et a occupé les fonctions en 2003 à sa sortie de l'école, les fonctions d'administrateur civil affecté au ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité intérieure. On pouvait espérer la désignation d'une femme pour casser le stéréotype inégalité homme-femme dans l'islam, pour rappeler le principe parité défendu par la République, que nenni, chasser le galop, il revient, chasser le naturel, il revient au galop. La misogynie de la classe politique française reprend très vite le dessus. Vieux réflexe qualifié à tort de républicain donc, la gestion, pour en terminer, de l'islam de France reste, comme beaucoup le déplorent, une gestion néocoloniale. Cette fois-ci, cette gestion passe de la gestion sécuritaire par le ministère de l'Intérieur à la gestion administrative de ce même ministère. Dans un instant, et si vous pouvez réagir évidemment à ces deux avis tranchés qui n'ont absolument rien à voir, eh bien vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Sinon, nous on s'envole du côté de Mossoul et d'Alep dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h30 sur votre radio France Maghreb 2. Et on va un peu parler maintenant d'actualité sur votre radio France Maghreb 2 et parler d'un sujet qui tient en cœur à notre ami Tarek Mami, ici présent, le baron Tarek et la baronne Bouchra avec nous en ce vendredi soir pour parler d'actualité. Juste avant la Toussaint ? Comment ? Juste avant la Toussaint ? Oui, exactement. Vous nous expliquerez au début de la semaine prochaine ce que c'est la Toussaint, cher Christophe ? C'est ça aussi le vivre ensemble. Vous savez quoi ? Je vais vous dire la vérité, j'en sais absolument rien. Eh bien voilà, donc en quelques phrases, on présentera ce que c'est que la Toussaint. D'ailleurs, on peut même la fête des morts, pas Oui, mais la fête des morts, la tradition et tout ça. D'ailleurs, ça correspond en gros à Halloween chez les Anglo-Saxons. Donc regardez la comparaison. Halloween, c'est lundi, c'est le 31. Bah, c'est la Toussaint. C'est la Toussaint chez eux. Et peut-être que notre ami Amar, votre dictionnaire quotidien, qui nous écoute, pourrait donc vous préparer quelque chose sur la Toussaint. Eh bien, on lui suggère. Mais là, on va parler quand même de au moins 232 personnes ont été massacrées par Daesh cette semaine près de Mossoul, alors que les troupes irakiennes s'approchaient de cette ville. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un Genève ce matin, un porte-parole de l'ONU. Selon Ravina Chavanzini, il n'a pas un nom facile, les terroristes voulaient utiliser... pas s'appeler Mohamed, celui-là, comme tout le monde Oui. Ça aurait été plus simple. Ils voulaient utiliser, en tout cas visiblement, selon ses dires,
comme des boucliers humains dans la bataille de Mossoul, donc contre les troupes élites irakiennes soutenues par les États-Unis. En tout cas, le Kurdistan irakien se prépare lui à accueillir une vague de déplacés sans précédent. Tarek Bouchra, des milliers de familles ont commencé d'ailleurs à fuir Mossoul, contrôlé donc par les terroristes. Donc l'Irak, où les autorités d'ailleurs ont ouvert ce matin des camps humanitaires. C'est ce que l'on a appris. Donc sur la situation de Mossoul, où c'est vrai, et vous avez raison d'ailleurs à juste titre Tarek, tout se concentre en tout cas sur l'aspect médiatique, sur ce qui se passe en Irak et à Mossoul, voulant reprendre, mais ça se fait pas sans difficulté. Donc Mossoul, donc des mains des terroristes qui contrôlent encore à cette heure cette ville. Bah, tout à fait. Aujourd'hui, si vous voulez, en fait, faut d'abord rappeler pourquoi la bataille de Mossoul arrive aujourd'hui. Là, aujourd'hui, dans une petite semaine. Nous sommes, je crois, le 10e jour de cette opération. Mossoul vient dans une perspective de politique intérieure américaine. Les Irakiens, on s'en fout. Daesh, on s'en fout. Ce qui se passe chez les musulmans, chez les arabes, chez les kurdes, chez les yézidites, on s'en fout. Vous savez que le 8 novembre prochain, il y aura l'élection américaine. Ouais. Et donc, M. Obama doit envoyer des signaux pour les électeurs, pour leur dire Clinton et moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis en train de libérer Mossoul. Demain, Clinton fera le même travail. Donc, en CQFD, en message subliminal, il faudra voter pour Mme Clinton et non pas pour M. Trump. Et donc, voilà pourquoi on fait l'opération. Deuxième motivation de politique, cette fois américaine internationale. L'armée régulière syrienne et l'armée russe avancent, et j'allais même dire, même si le terme militaire n'existe pas, avancent bien pour la reconquête de la totalité de la ville de Alep. Alors avant de parler d'Alep, pardon de vous parler, c'est juste pour expliquer le Mossoul, c'est tout. Oui. Alors on peut parler aussi, parce que là il y a visiblement un certain problème avec la Turquie. Oui. Parce que l'armée irakienne ne veut absolument pas que la Turquie n'intervienne, et pourtant elle intervient visiblement sur le terrain. On peut continuer et terminer avec la version américaine de l'histoire avec un petit H, et après on revient aux Turcs. Et donc la deuxième chose, les Américains n'oublient pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu donc une course de vitesse entre l'armée américaine et l'armée russe pour défaire Hitler et donc libérer l'Europe à l'époque, et qu'un pacte a été passé entre Américains et Russes, entre Staline et le président américain, et que les Russes sont arrivés en avance à Berlin, et ils auraient pu continuer à avancer pour pratiquement arriver à la frontière française et donc mettre sous occupation toute l'Allemagne et non pas ce qu'on va appeler l'Allemagne de l'Est. Et aujourd'hui, les Américains ne souhaitent pas se retrouver dans la même situation par rapport à la ville de Raqqa, qui est donc en territoire syrien, mais à la limite de territoire irakien. Et donc, ils activent du côté de Mossoul pour essayer de récupérer Mossoul et d'en expulser de fait la totalité des terroristes qui restent pour les envoyer vers Raqqa pour que les Russes et les Syriens ne peuvent pas la récupérer. Donc, vous voyez que c'est une histoire extérieure. Ouais. Après, effectivement, vous avez les Turcs, et les Turcs ont un seul objectif, c'est essayer de découper, parce qu'aujourd'hui, les Kurdes syriens d'un côté et les Kurdes irakiens de l'autre côté occupent une large partie. Il doit y avoir 800 km, voire 1 millier de kilomètres entre la Turquie et la frontière à la fois irakienne et syrienne, et vous avez des enclaves occupées par les Kurdes dans les deux pays. Et les Turcs veulent rentrer pour laisser ces enclaves en tant que telles et ne pas laisser de continuité territoriale pour les Kurdes irakiens et les Kurdes syriens, et se retrouver de fait avec un nouveau pays qui s'appelle le Kurdistan. Et donc voilà les trois bagarres. Maintenant, ce que font les terroristes de Daesh en Irak, ils font très exactement la même chose qu'à Mossoul, et donc pour eux, ils font une guerre à la fois déséquilibrée, mais une guerre psychologique, et parmi les 232 personnes qui ont été exécutées, beaucoup ont fait partie de l'armée irakienne ou des services de sécurité, et ils ont même aujourd'hui pendu 2 ou 3 personnes. En tout cas, ils ont publié des photos de personnes pendu à plusieurs entrées de la ville de Mossoul pour indiquer à ceux qui arrivent, celui qu'on attrape, nous, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de truc, on va tout de suite l'exécuter et le pendre. Et donc c'est une guerre psychologique d'un côté. Bien sûr, l'armée irakienne et l'armée américaine vont finir par conquérir la ville de Mossoul. Vous avez en gros 5000 terroristes en face de plus de 50 000 soldats armés avec tout ce qu'il faut. Et après, ils vont passer à la phase guérilla, et ils ont même une nouvelle théorie
théorie que j'ai lue il y a 2 jours, cher Christophe. Ils ont ce qu'ils appellent la théorie de repli, c'est-à-dire qu'à certains moments, en fait, ce qui sépare l'Irak et la Syrie, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est un grand désert qui ressemble au désert algérien qui sépare le Mali. Et donc, ils vont se cacher dans ce désert pour se donner des forces, pour recruter d'autres terroristes, avant de repartir dans des attaques ciblées à droite ou à gauche. Et c'est comme ça qu'ils ont été attaqués Kirkouk et d'autres villes d'Irak. Donc, vous avez affaire à une guérilla. Et il est toujours très difficile de gagner on gagne, j'allais dire, en termes de territoire contre une guérilla. On ne gagne pas en termes d'attaque et surtout de termes d'idéologie. Daesh n'est pas encore vaincu aujourd'hui, ni par les Russes, ni par les Américains. Et pendant ce temps-là, Bouchra et Tarek, des obus tirés par les rebelles ont tué au moins 15 civils, dont 6 enfants dans une école des quartiers ouest d'Alep. Rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, toujours on rappelle, basé à Londres. Et hier c'était les Russes et les Syriens qui ont été accusés de ce tir. Ouais. Preuve à l'appui par les Russes. Là, tout d'un coup, ce n'est plus eux, c'est les rebelles. Alors, plusieurs requêtes grades tirées par les rebelles syriens, donc se sont par ailleurs abattus ce matin sur la base de Naïra au sud-est d'Alep, mais aussi autour de la base aérienne russe de Maïmin, dans la province de Latakia. Les différents groupes rebelles, dont la SL, l'armée syrienne libre, ont annoncé qu'il s'agissait d'un prélude à une offensive pour briser le siège imposé par les forces de Damas au quartier insurgé de la ville. Voilà où on est aujourd'hui. Donc les rebelles ont bel et bien tiré des obus. Et ça paraît comme une découverte, alors que depuis le début de la guerre... Et c'est surtout que le fait qu'on n'en parle pas. Oui, non mais voilà. C'est ça le plus grave, quoi. C'est que lorsque c'est les Russes, et effectivement, à toutes fins utiles, il est bien de le savoir. Lorsqu'il est condamné. Et condamné de suite. Oui. Et lorsque c'est les rebelles, là, comme par hasard, on n'en parle pas. Alors, aussi un autre chapitre important sur le plan diplomatique. La Russie a une nouvelle fois rejeté hier les conclusions d'une commission d'enquête de l'ONU qui accuse le régime syrien d'avoir utilisé les armes chimiques contre sa propre population. Moscou menace maintenant donc de ne pas renouveler le mandat de ses enquêteurs, en mandat qui s'arrête, rappelons-le, le 31 octobre prochain. Un prétexte invoqué par Moscou, ces enquêteurs auraient fourni des conclusions biaisées. Là, on est sur l'aspect vous vous souvenez évidemment des attaques chimiques qui avaient été imputées à Bachar el-Assad. Une phrase, si vous permettez. Aujourd'hui, les États-Unis sont l'empire qui détient le monopole de la violence à travers le monde. Les Russes lui contestent cette suprématie, et aujourd'hui nous nous dirigeons vers un monde multipolaire dans lequel il y aurait d'un côté les Chinois et les Russes ou les Chinois tout seuls et les Russes tout seuls avec les Américains, et les Américains n'arrivent pas encore à admettre, comme disent les philosophes, que le vieux monde est mort et que le nouveau monde n'est pas encore tout à fait né, et donc ils n'acceptent pas de ne pas être les seuls patrons militaires du monde. Effectivement, en tout cas, je lisais un truc important ce matin sur Internet, sur les réseaux sociaux. Hitler n'est pas tout à fait mort, il a juste changé de capitale. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Tarek? Hitler. Il n'y a jamais eu la preuve physique. Par ADN, aujourd'hui, nous avons la science, qu'ils ont trouvé le corps d'Hitler. Beaucoup de théories circulent. Il y en a une qui pourrait être la plus plausible du monde, c'est celle de la fuite à la dernière minute en Amérique du Sud. Il y a eu donc un de ces lieutenants qui a été retrouvé en Amérique du Sud plus de 30 ans après sa fuite. Donc, d'un autre côté, vu l'âge qu'il avait en 45, vu le nombre d'années passées, s'il n'est pas mort sous le bombardement à Berlin, il serait mort, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui on a la preuve scientifique que le maximum que quelqu'un peut vivre, c'est 120 ans. C'est Madame Calmel, la française, qui détient le record du monde. Il doit y en avoir au bled, mais ils sont pas comptabilisés. Oui, mais 120, c'est... Des Marocaines, Algériennes, Tunisiennes qui ont plus de 120 ans, ça doit exister. Hein. Bouchra, en un mot, juste avant que je puisse vous poser un reproche qui nous est fait régulièrement, Tarek, sur la radio, et là c'est en qualité de président de la radio que je vous interrogerai dans un instant. Bouchra, je change de casquette alors. Voilà, c'est ça, vous avez le temps de la changer. Bouchra, sur cette actualité de Mossoul, irakienne, syrienne, un petit peu ton regard, ton avis. Moi, je suis plutôt dans le social et l'humain, et je pense simplement à la population. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça en finit pas. La dernière fois que j'étais venue, on se disait que dans un mois, que la ville je crois que c'est la ville d'Alep, n'existerait plus. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je suis pas venue.
On est proche des 1 mois, mais voilà, moi j'y pensais pas du tout, mais c'est vrai que là, à cette allure, quand on regarde... Alep, quand on voit les images, c'est des ruines. Hein. En fait, la bataille, c'est la question qui se pose aujourd'hui en termes de politique et d'analyse politique et politicienne. C'est est-ce que Alep sera récupéré entièrement avant le jour de l'élection américaine, le 8 novembre? Non. Ou avant le 12 janvier, c'est-à-dire la date d'entrée en fonction du nouveau président. Et les Syriens et les Russes disent à tout le monde que de toutes les façons, le jour où le prochain président rentrera, Alep sera sous le contrôle des Russes et des Syriens. Donc ça, il est clair que ça ne durera pas plus de 2 mois encore. Mais ça, c'était prévisible. Moi, je l'ai annoncé il y a 2 ans, qu'avant la fin 2016, la majorité des territoires syriens utiles seraient sous le contrôle du président Bachar al-Assad. Tarek, question qui nous est reprochée, en particulier à la radio régulièrement sur les réseaux sociaux. On ne reproche pas les questions, cher Christophe. Ah, on nous reproche. On nous reproche quoi par rapport à ce conflit syrien d'avoir une position pro-russe? Alors, la réponse est claire. Non. Et je précise, et de nier les exactions, les attaques contre son peuple de Bachar el-Assad. Alors, ma réponse a toujours été claire depuis le début de la guerre. Moi, j'ai un raisonnement dans la nuance. Pour faire plaisir, et parce que c'est une vérité historique, Monsieur Bachar el-Assad est un comment dire, dictateur ou assassin. C'est pour faire plaisir ou c'est une vérité? Non, mais c'est les deux. Pas la même chose. Non, mais c'est les deux. C'est une vérité sur le terrain, et c'est aussi pour faire plaisir. C'est pour savoir si après ceux qui sont en face reconnaissent que ce que fait les Américains avec les Qataris, avec les Turcs, avec les Saoudiens, est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est pas des assassinats? Parce que c'est comme tout à l'heure, on parlait de Mossoul et de la Syrie. Aujourd'hui, vous prenez l'histoire américaine depuis l'indépendance de l'Amérique et la création de l'État américain, il n'y a pas une année, et ce sont des chercheurs américains qui l'écrivent, il n'y a pas une année où les Américains ne mènent pas une opération militaire, soit clandestine, soit grand public. Et on rappelle que l'une des plus grandes qui marque aujourd'hui, par exemple, la mémoire collective d'Iran, c'est qu'en 1953, les Iraniens choisissent un premier ministre qui s'appelle Mossadegh. Donc démocratiquement, ce monsieur met un programme sur la table, veut nationaliser le pétrole, et que font les Américains? Ils lui font un coup d'État, ils l'assassinent, et ils mettent un dictateur à la place. Donc il faut dire les choses dans le truc. Aujourd'hui, les Russes et les Américains se battent pour leur propre intérêt, et donc il faut mettre en face des exactions de M. Bachar al-Assad et de ses soldats la même chose en Amérique. Ce n'est pas M. Bachar al-Assad qui a été Donc la radio pro-russe ou pas? Elle n'est pas pro-russe. La radio, son rôle, c'est de donner des éléments d'interprétation, de savoir, de compréhension, pour que chacun après soit lui-même pro-russe ou pro-américain, c'est son problème, mais il faut qu'il dispose de des éléments. Venir juste pour nous batraquer sur le dictateur avec un grand L et oublier les dictateurs avec des petits L, moi je ne peux pas l'accepter. Et la position de la radio, les uns et les autres pour faire café de commerce sont des salopards, parce que ce n'est pas Bachar qui a été attaqué quand même. L'Irak en 2003, et ce n'est pas Bachar qui a tué 1 million de gamins avec un embargo entre la guerre du Koweït de 91 et 2002. Et ce n'est pas Bachar qui a dit, comme Madame Albright, que 1 million de gamins irakiens morts, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Alors, je dirais à tous ceux qui nous posent la question, est-ce que M. Bachar est plus salopard que Madame Albright? Voilà la position de la radio. Et donc la position, c'est de donner des éléments de compréhension, d'appréciation et des éléments pédagogiques. Et après que 80% soit pour l'un ou 80% soit pour l'autre, c'est le problème. Combien de guerres la Russie tsariste a mené depuis le XVIIIe siècle? Combien? Il y a eu la Tchétchénie, une horreur. Il y a eu l'Afghanistan, une horreur. Combien de guerres a mené les États-Unis d'Amérique? On va commencer. Pour les États-Unis d'Amérique, je pense que depuis la création de des États d'Amérique, c'est un État qui a toujours été en guerre. Je rajoute juste que la Russie et M. Poutine n'a jamais utilisé de bombes nucléaires sur la tête des gens, alors que les Américains en ont balancé 2 contre les Japonais qui avaient déjà perdu la guerre, 2 en une semaine. Alors, ceux qui viennent nous donner de leçons... le porte-avions nucléaire des Russes, là, qui se dirige vers la Russie. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que je crains, moi. Ce que je crains dans cette région du monde, c'est qu'il y aura demain un territoire qui s'appelle la Syrie, un président qui s'appelle Bachar ou Ahmed ou André ou Armand, mais que ce pays soit, lui, sous contrôle définitif et pendant une 50aine d'années des Russes,
comme les Américains l'ont fait en Amérique du Sud et comme ils le font à l'Europe, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, nous n'avons pas de politique étrangère française. Nous appliquons la politique étrangère américaine. Un petit tour par le Maghreb maintenant avec une information importante qui concerne l'Algérie. Puisque vous savez qu'il y a eu pas mal de visites de quelques émissaires importants qui sont venus à Alger, notamment des Qataris et des Saoudiens, pour essayer de convaincre Alger de participer à ce que les Saoudiens osent appeler un processus de paix au Yémen. Incroyable, sauf que l'Algérie a dit non. On n'y participera pas. L'Algérie, ça fait partie d'ailleurs de la constitution algérienne, de ne pas s'ingérer dans les affaires étrangères, dans les affaires des pays étrangers. La position classique de l'Algérie, c'est de dire dans ce genre de situation que les agresseurs se retirent de ce territoire et les Algériens peuvent participer au débat, mais pas tant que le pays est sous occupation. Deuxième chose, il y avait un très grand ministre des Affaires étrangères, un auditeur appellera dans les 2 minutes pour nous donner son nom parce que je le retiens pas. J'ai oublié son nom, et ce grand ministre des Affaires étrangères algérien a été pour négocier une paix entre les Iraniens et les Irakiens au début de la guerre qui a duré plus de 8 ans et fait plusieurs millions de morts, sauf que son avion a été descendu sur la frontière des 2 pays. Beaucoup disent que ce sont même les Américains qui ont abattu parce qu'ils ne voulaient pas de solution. Et les autres, bien sûr, ils attribuent ça toujours à l'Iran, jamais à l'Irak. Et en tout cas, donc, les Algériens ont tiré la leçon. Et le nom du ministre des Affaires étrangères va me revenir. Alors, tiens, un mais important qui va certainement interpeller Bouchra par rapport à ton avis tranché. Messieurs, vous êtes en train de critiquer la nature qui crée des des êtres et des choses inexactes, et vouloir la supprimer au nom de l'égalité, c'est rabaisser tout le monde au même niveau et à la médiocrité. C'est d'ailleurs ce que le socialisme est en train de faire en France, et nous voyons le chaos qui en résulte. Quant au concours de beauté, notre société veut récompenser ce qui est beau, et il est normal de choisir ce qui est beau. Au fait, l'intervenante est-elle belle? C'est ce que nous pose comme question Bernard. Alors je ne répondrai pas à Bernard, mais je vais l'envoyer à, à la philosophie française en général. Cher Monsieur Bernard, c'est pas moi qui ai inventé le mot « sois belle et tais-toi ». C'est la langue française qui a inventé ce mot. Et donc je peux quand même, cher Dany, alors Bernard, Dany, c'est toujours notre cher monsieur qui... Alors, pardon Tarek de vous couper, c'est Sofiane qui nous glisse gentiment, c'est Mohamed Seddik Ben Yahya, le nom que vous cherchez. C'est Ben Yahya, voilà, c'est Monsieur Ben Yahya, voilà. Et donc, oui, alors c'est donc Monsieur Ben Yahya, et Monsieur Ben Yahya, on peut dire aujourd'hui qu'il a été assassiné dans son avion, alors qu'il venait donc gérer la crise entre l'Irak et l'Iran. Alors pour notre cher auditeur Bernard ou Dan, c'est pas dans la langue française, il n'y a pas, dans la langue arabe, je ne sais pas si vous parlez arabe, cher monsieur, mais dans la langue arabe, il n'y a pas le proverbe « sois belle et tais-toi ». Il y a en français. Donc venir critiquer un avis tranché sous prétexte qu'on fait de la médiocrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas naturellement beaux sont médiocres. Alors j'espère pour notre ami Dany qu'il soit un bel homme et qui fait encore envie quand il marche dans la rue. Tiens, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement. Et ben voilà. En tout cas, la question vous était destinée, mais comme vous étiez sur un deuxième. Voilà. Alors, juste en un mot aussi, Tarek, on va en parler peut-être plus tout à l'heure dans le j'aime ou j'aime pas parce que j'avais prévu d'en parler. Par contre, j'ai vu que Dany hier a posé une question avant-hier. J'ai oublié ce que c'était, mais allez à contre-courant de ce que dit une radio ouverte à l'expression. Alors, je crois qu'il a dit en plus que il peut pas téléphoner, je sais pas pour quelle raison. Non, ça c'est pas le même, ça. Si, c'est le même, il y a 2 jours. Ouais. Bah, je lis ce qui se passe un petit peu, cher Christophe, avec vous. Et donc, c'est, j'allais dire, la ligne de la radio, elle est claire, elle est ouverte à toutes les opinions. D'ailleurs, on lit systématiquement ces mails, à condition qu'elle reste dans le respect des avis des uns et des autres. C'est ce que nous faisons, et nous y répondons avec grand plaisir. Alors, la Tunisie est-elle un État souverain, Tarek? C'est la question qui se pose, puisque visiblement des rumeurs concernant l'installation d'une base américaine en Tunisie, avec le départ de drones qui partiraient de la Tunisie, donc de la part d'Américains qui auraient installé leur base, ce qui a fait réagir le ministre de la Défense tunisienne, qui a rappelé et a déclaré que la Tunisie était un État souverain. Cher Christophe, c'est quoi un État souverain aujourd'hui dans le monde? Un État souverain, c'est un État qui reste indépendant, non? Comme l'Arabie Saoudite. Ou alors, je sais pas si on peut parler d'indépendance d'Arabie Saoudite. Comme la France pour sa politique étrangère. Ouais. Bon.
Donc ma réponse base américaine en Tunisie, est-ce que ça peut peut-être un peu corser les choses? Il y a une base américaine en Tunisie. Ce que démentent les autorités. Non. Il y a une base américaine en Tunisie, comme il y a une base américaine dans le sud de l'Algérie. Les uns et les autres nient l'existence de ces bases. Oui. Alors, faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une base américaine en Algérie, qu'est-ce que c'est qu'une base américaine en Tunisie. Ce sont en réalité des autorisations d'utiliser ponctuellement d'un territoire pour mener une opération, notamment par des drones. Et donc, quand les drones n'ont plus cette capacité de vol, quand ils arrivent dans ces régions-là, ils ont l'autorisation ponctuelle par les autorités des uns et des autres de pouvoir, atterrir pour être rechargé en informatique ou tout ce que vous voulez et repartir. Donc c'est dans ce sens-là. Mais il n'y a pas en Tunisie, il n'y a pas en Algérie des bases américaines comme il y en a en Turquie, comme il y en a en Italie, et comme il y en a en Espagne, et comme il y en a en Angleterre. En Arabie Saoudite? Oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Dans un instant, à J-14 du premier tour de la primaire, il y en a un qui était dans les quartiers nord de Marseille, il s'appelle Alain Juppé. On y revient dans un instant et puis on passera évidemment au volet culturel de cette émission, j'ai envie de dire, avec vos coups de cœur à suivre, celui de la Baronne Bouchra et de Tarek Mami. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. D'un seul coup, Tarek et Bouchra, les studios se sont bien remplis. On peut le dire aujourd'hui. On va se tenir chaud comme ça, c'est bien. Voilà. Là, les filles, vous avez dépassé la parité parce que les parités, c'est 50-50. Jusque-là, c'était 80% ou 90% des hommes et le contraire des femmes. Et là, aujourd'hui, vous avez inversé les proportions. Un jour surtout, toute la vie. Non, mais j'ai droit à 3 jours maintenant dans l'année, le 8 mars. 3 jours. Et puis aujourd'hui, et puis cette journée novembre. du 25 novembre. Mais vous auriez dû dire. Et la journée des filles. Il faudra rajouter une pour arriver à la polygamie inversée. non. Oh bah non, ça va aller, non, oui. Non, pas ça, pas Tarek, quand même, vous pouvez pas. Inversée, j'ai dit. On a entendu là. Vous savez d'ailleurs comment ça s'appelle, la polygamie inversée? Non, pas du tout. Une femme qui a 4 hommes, comment on appelle ça? Ça existe? Bien sûr. Non, je sais pas. Oh la pauvre. Ça s'appelle la polyandrie. Ah ouais. D'accord. La pauvre, je la plains. La polyandrie. Comme je plains aussi les hommes qui ont 4 femmes, d'ailleurs. Allez, on a entendu la voix d'un vieux routard, monsieur Rahim, président de l'association APCB. Comment ça va, Rahim? Ça va, il y a ma collègue Nadia qui est là aussi. Bon, bonjour Nadia. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, pour parler un petit peu de ce qui va se passer. Pourquoi monsieur Rahim vient aujourd'hui à la radio? Qu'est-ce qu'il a à exposer? Parce que Rahim ne vend jamais rien. Il propose, il aide les jeunes, mais ils ne vend pas. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? D'une manière solidaire. Ouais. Alors, justement, moi, Rahim, je suis un des animateurs de l'association de promotion des cultures et du voyage, qui vient de fêter ses 25 ans, le 25 mars. Bon anniversaire, de vous cette êtes année. Parce que les voyages, c'est toujours à sens unique. Hein. C'est toujours Paris-Alger, Paris-Tunis, Paris-Rabat, quoi. Paris, Maroc, plutôt Marrakech. Oui, mais donc c'est les 3 et Andalousie, c'est beaucoup plus. Marrakech, ça tombe bien, il va y avoir la COP 22 bientôt. Ouais. C'est beaucoup plus la Méditerranée. D'accord. Beaucoup plus la Méditerranée. Et là, cette année, vous avez une belle sortie. Alors, dont je souhaite que vous nous parliez avant le gala. Non, mais avant le gala, parce que cette sortie au château d'Amboise est quelque chose de très symbolique. Pour ceux qui connaissent pas, j'allais dire, c'est une occasion en or pour aller découvrir la semaine de la solidarité. Et on va rentrer dans le détail. Alors rapidement, je vais être bref. Chaque année, enfin tous les 2 ans, pardon, on fait un voyage au château d'Amboise où il est détenu l'émir Abdelkader pendant 4 ans. Et en même temps, il se trouve que dans le château d'Amboise est enterré le duc d'Aumale, qui l'a combattu en Algérie. Et Léonard de Vinci aussi. Bien sûr. C'était vraiment c'est un cimetière de luxe. Un voyage historique. Ah non, il y a le château, plus il y a le cimetière qui a été réalisé par Rachid Khorichi, le grand plasticien. On a appelé ça. Est-ce qu'il vous accompagne cette année? Parce que je sais que vous avez de bons rapports avec lui. Est-ce qu'il vous accompagne cette année? Cette année, on ne lui a pas demandé. D'accord. Je vais vous dire pourquoi on ne lui a pas demandé. C'est pas. Alors, cette année, c'est exceptionnel pour 2 raisons. La première, tout à l'heure, j'ai entendu. On parlait de la Toussaint. Or, pour nous, Algériens, sachant que la PCV n'est pas une association algérienne, elle est mélangée de toutes les... Mais comme vous dites, pour nous, Algériens. Voilà, pour nous, Algériens. Alors, juste pour les auditeurs de France Maghreb 2, vous avez entendu parler de cette fameuse journée du 17 octobre à Paris. Rahim était à l'époque un petit gosse. Il a quand même participé à cette marche et donc c'est quelque chose qui marque quand on a assisté à des événements historiques comme cela. Voilà. Ça vous accompagne jusqu'à la fin de la vie, vous ne pouvez pas y échapper. Tout à fait. Et le 1er novembre, évidemment, une date importante aussi. Voilà, là, Christophe. En 1954. On parlait de la Toussaint. Bon, on va le laisser parler, Rahim, on va parler à sa place là. Non, le 1er novembre, effectivement, désolé, j'aurais dû arrêter. 1er novembre, c'est la 52 ans
le déclenchement de la lutte de libération de l'Algérie par rapport au colonialisme. Et donc, à cette occasion, nous avons lancé ce voyage-là pour 2 raisons. Excusez-moi, j'aurais dû l'arrêter avant. Rahim est trop moderne, il a tous les téléphones dernier cri et tout ça, donc voilà. Ah, non, ça c'est le cadeau de mes enfants. Un peu de musique à ses paroles. Ça c'est le cadeau de mes enfants, ça. Voilà. C'est ça, oui. Vive les enfants. Tu vois, comme je connais pas très bien. Donc, voilà. alors, vous inquiétez pas, donnez-les, on va le jeter à l'entrée. Le voyage, Rahim, le voyage. Attends une seconde, avant d'arriver au voyage, c'est important. Ouais. Alors, pourquoi on fait ce voyage? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est aussi un grand hommage à ce militant anticolonial par rapport à l'époque, puisqu'il a lutté pendant plus de 20 ans. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de la montée du racisme anti-arabe et anti-musulman, nous avons voulu marquer que dans l'histoire, un homme qui s'appelle l'Émir Abdelkader, un combattant, un homme de paix, un poète qu'on veut, a défendu les chrétiens en Syrie. Ça, c'est très important. C'est très important de le rappeler. Il a stoppé la tentative d'extermination. En 1852. Justement, des chrétiens en Syrie. C'est dans cet esprit-là que nous lançons ce voyage exceptionnel. Et d'ailleurs, nous invitons bien sûr Radio France Maghreb 2 à nous accompagner à ce voyage, d'autant plus qu'il y a certains médias, enfin, nous on n'a rien demandé, ils nous ont appelés, quand ils ont appris ça, en disant, on va vous accompagner. Nous avons l'APS, l'agence Presse Service algérienne. Comme important, c'est qu'elle couvre un peu tout ça. Nous avons aussi une télévision algérienne qui s'appelle Shurur. On a le Radio Orient, ils sont en train de réfléchir, mais c'est pas très sûr, parce que ça tombe au moment des émissions. Sincèrement, on n'a pas encore invité les journalistes. On s'est dit, on attend qu'on ait un maximum de personnes qui participent à ce voyage pour, d'une part, inviter les journalistes, les associations bien sûr, mais en même temps, on va prendre contact avec le directeur du château d'Amboise, pour la simple raison, c'est que nous avons un projet de refaire une exposition sur l'émir Abdelkader, à travers son histoire. Alors le voyage c'est le 5 novembre, c'est la semaine prochaine. Et combien ça coûte? Alors ça coûte pas du tout cher du tout. Alors, pour les lecteurs de Radio Orient, aussi. Faites gaffe, vous allez sortir, sinon. Non, les deux, parce qu'hier j'étais à Radio Orient. Il y a un tarif. Vous avez passé le bonjour à Nadia. Ouais, absolument. C'était Nadia qui a fait l'interview, qui a fait l'émission. C'est 25 €. C'est absolument. C'est à combien de kilomètres d'ici? C'est à 200 kilomètres. 25 €, mais il faut réserver rapidement. Pour la simple raison. Il y a un seul bus cette année? Un seul bus, j'ai pas mal. Il faut qu'on arrive. Alors, il faut réserver. Alors, je vous donne un peu Mais c'est toute la journée, hein. Alors, ça. Départ à 7h, retour à 20h. On part à 8h. 8h, retour 20h. Alors, très important d'être à l'heure à 8h, parce que justement, on peut pas attendre plus, des gens viennent un peu de partout. Le retour est à 20h. Pour dire le programme, on arrive normalement, si ça roule bien, on arrive à 10h30. Si ça roule mal, à 11h on arrive. Il y a une visite de la ville, libre, chacun de la ville, et après, on se retrouve au château d'Amboise pour visiter le château et le retour vers 17h. Je voulais simplement dire que parmi les 25 €, il y a aussi l'entrée du château, qui coûte déjà 8,50 €. Oui, une dizaine d'euros, oui. 8 €, ouais, à peu près. 50. Alors nous, on le fait tout simplement parce qu'on voudrait que justement ce voyage soit vraiment historique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On va continuer d'ailleurs, puisque l'année prochaine, on pense faire le forum de l'émir Abdelkader à travers toutes les expressions qu'il y a eu, livres, films, théâtre et beaucoup de choses, pour justement transmettre cette mémoire à cette jeunesse-là, à ces femmes qui sont aujourd'hui se présentes. Et d'ailleurs, je vous invite à partir de ce voyage. Je dis c'est très important par rapport à ça. Et il y a un petit cadeau aussi, hein. Alors, un petit le cadeau. livre, le livre. Un livre collectif. Alors justement, il y aura 2 cadeaux là pour France Maghreb 2. Vous avez amené les livres là, comme cadeau ou pas aujourd'hui? Je vous le ramènerai. Alors le premier livre, très important. Aujourd'hui, pas de cadeau. Le premier livre, c'est l'Algérie de 1962 à 92, très important. Il a été fait par les jeunes de l'époque de France et d'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, il est demandé par les médiathèques, par les bibliothèques du monde, parce que c'est le seul livre qui a parlé de cette histoire de l'époque de l'indépendance à 92. Le deuxième livre, spécialement pour France Maghreb 2, c'est les Franco-Maghrébins à la République, qu'on a édité il n'y a pas longtemps, il y a 2006. C'est le seul livre qui existe, 3 ans de travail sur l'histoire des Maghrébins et la République aujourd'hui. Quand nous l'avons fait, ce bouquin-là, il n'y avait aucun élu à l'Assemblée nationale. Je crois que les choses ont avancé aujourd'hui. Un petit peu, chouïa.
Juste pour un petit rappel historique à vous, cher Rahim, et à quelques autres, vous savez que le mot franco-maghrébin a été créé ici, dans cette radio, alors c'était en 87, en 92. Alors 92, moi j'ai souvenir, je ne sais pas si tu as participé au colloque ou pas. Oui, au colloque des Sénats que nous avons organisé. Sur les franco-maghrébins. C'est nous, et c'est là on a inventé le mot qui a été repris, et on le remerciera toujours et jamais assez. C'est Jean Daniel qui, en sortant du colloque, m'a dit je ferai mon édito avec le titre Les franco-maghrébins. J'aimerais bien le retrouver, moi, son édito. C'est un édito dans le Nouvel Obs. Alors comment fait-on pour participer au voyage, Rahim? Alors première chose, je vous donne ceux qui ont internet, ils peuvent faire apcv.mémoire au pluriel @gmail.com. Je répète, apcv.mémoire avec au S, pluriel avec S @gmail.com. Sinon, le plus rapide, c'est vous faites par téléphone au 06 20 34 00 36 06 20 34 00 36. Et si vous l'oubliez, appelez Radio France Maghreb 2 et notre ami Christophe sera là avec le plaisir de vous répondre. Donc 06 20 34 00 36. Voilà. Alors et ce qui oublie, en fait, il faut rappeler qu'avant, quand on appelait en France et qu'on faisait payer celui qui reçoit la communication parce qu'on n'avait pas de l'argent, on prenait, on dit je souhaite passer un coup de téléphone en PCV. En PCV. Donc on retient PCV avec ça. PCV, absolument, la PCV. Alors si tu permets. Eh bien, alors Rahim, il faut qu'on avance. Oui, je t'en prie, vas-y. Une dernière information. Oui. Nous, à l'association, parce que Nadia va lire un petit texte, on ne souhaite pas que ce voyage soit franco-algérien. On voudrait qu'il soit franco-mondial. Non, mais c'est important. Excellent. Là, on a pas mal d'inscrits, d'amis d'Afrique. Il y a l'Iran, il y a pas mal de gens qui sont inscrits. On voudrait justement donner une dimension universelle. Universelle. Voilà, c'est pour ça que j'insistais. Et puis on va parler aussi d'un gala musical, mon cher ami Rahim. Ça, c'est la promotion dans la promotion. Alors, ça tombe bien parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est le président du festival des musiques du Kamel Dafri. Alors c'est intéressant parce que nous depuis c'est demain soir. Hein. Ouais, demain soir. Depuis longtemps, on fait des partenariats avec les organisateurs d'événements pour tout simplement faire bénéficier nos membres, nos amis, à des tarifs réduits. Parce qu'on sait très bien que notre communauté a très peu de moyens financiers pour participer à des galas de qualité. Il se trouve que demain soir, à 20h30... Artiste de talent en plus. Hein. Artiste de talent. Ali Amran, cher Sidi bémol. Absolument. Nous avons Amran, c'est le grand, les Algériens doivent le connaître, c'est le grand chanteur algérien de Kabylie. Ouais. Et nous avons Chir Sidi bémol, ça c'est connu, je veux dire, depuis le temps. C'est le seul Chir qui fait pas de religion, celui-là. C'est clair. Non mais c'est vrai que c'est Et en plus c'est pas cher, hein, c'est 5 €, c'est à l'embarcadère, à Aubervilliers. Il faut aller vite sur notre site, mais il faudrait soit vous appeler aujourd'hui, parce que là, si vous appelez aujourd'hui, vous réservez, il y a un code, et vous payez 5 € le 10. Ah oui. C'est quoi le code? Alors, non, mais il faut appeler maintenant, il faut que je vous donne. Ou alors vous appelez le 06 20. Non, mais le 06, il est sur place, il ne peut pas répondre. Il faut appeler le festival pour réserver. Ah, d'accord. Vu le temps, vous pouvez. Par contre, tout à l'heure, je vous donnerai le mail. Vous pouvez peut-être laisser vos coordonnées sur le mail. Et à l'accueil, quand vous arrivez, le code c'est APCV portuaire. APCV portuaire, voilà, retenez bien ce nom. En plus, c'est. Il faut réserver aujourd'hui, sinon demain c'est fini. D'accord. Mais je vais le retrouver sur. Bon, de toute façon, même 10 € pour aller voir Ali Amran et cher Sidi bémol, c'est cadeau, hein, je peux vous le dire tout de suite. Et nous serons là pour vous accueillir. J'espère bien. Alors, Nadia qui souhaite nous lire un petit texte. C'est quoi ce texte, Nadia? Pourquoi? Alors, c'est un texte. C'est moi qui l'ai proposé. Ce texte-là. Ouais, c'est le boss. Notre ami poète. Non, mais c'est pas mon texte. Hein. Allez-y. Donc, c'est l'éloge du Sahara de l'émir Abdelkader. Ô toi qui prends la défense des habitants de la ville et qui condamne l'amour bédouin pour ses horizons sans limite, est-ce la légèreté que tu reproches à nos tentes? N'as-tu d'éloge que pour des maisons de pierre et de boue? Si tu avais les secrets du désert, si tu étais éveillé au milieu du Sahara, si tes pieds avaient foulé ce tapis de sable, parsemé de fleurs semblables à des perles, tu aurais admiré nos plantes, l'étrange variété de leurs teintes, leur grâce, leur parfum délicieux. Tu aurais respiré ce souffle embaumé qui double la vie, car il n'a point passé sur l'impureté des villes. Emir Abdelkader. Alors
je dis juste un petit mot. Oui. Ce poème, on le dédie bien sûr, parce que nous organisons cette année un réveillon au Sahara algérien. C'est super. Tarek, vous m'offrez des jours pour les fins d'année, moi je suis preneur. Hein. Moi aussi. Non, mais là aussi, c'est une exception, parce que là aussi, on voudrait lui Il paraît qu'il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Hein, au Sahara. Absolument. Ça. Et en plus, si on va avec des amis, ça a un autre sens que d'aller dans un circuit classique. Comment commencer une belle année? Vous ne serez pas déçus. Et vous ne serez pas déçus parce que vous allez rencontrer beaucoup de gens, surtout il y a l'hospitalité qu'on dit du Sud. Ah, ça c'est sûr. Et nous, on est du côté Maroc, Timimoun, Tariq, Beni Abbas. Ouais. J'ai déjà mon écharpe que j'ai acheté là-bas sur place. Donc j'ai déjà. Non mais d'aller passer le réveillon là-bas, c'est plutôt sympa. Hein. C'est clair. D'oublier Sarkozy, Hollande pendant 15 jours, ça peut être sympa. Et peut-être le truc très important, c'est qu'on fera 2 jours à Alger. Ouais. On visitera vraiment Alger. Je servirai de guide à la Casbah. Alors, puisqu'on parle de la Casbah. Oui, super bouquin. Justement, puisqu'on parle de la Casbah, nous avons signé au mois d'avril une convention entre notre association et la fondation Casbah pour justement l'organisation de ces circuits pas uniquement sur la Casbah, sur les Casbahs d'Algérie. Aussi bien à Béjaïa que... Ça travaille du côté de Cheraïm. Hein c'est le dernier des militants de la communauté, donc il faut bien qu'il termine vite ce qui reste à faire. Hein. Alors, faut pas dire Raïm, faut dire l'équipe de la PCV. C'est la nouvelle démocratie qui débarque dans les associations maghrébines. C'est bien. C'est vrai, j'apporte beaucoup de choses, mais sans d'autres personnes, et je suis très content de différentes mais pour les vieux comme moi et comme nous, sinon ça n'a pas de goût. Alors, du coup, d'ailleurs, j'allais dire, moi j'écoute souvent Christophe. Je sais. Je veux dire, je l'écoute par rapport à sa voix. J'admire sa voix. Ouais, le physique c'est un peu moins beau. Hein. C'est ça. J'ai entendu l'émission tout à l'heure sur la beauté. Ouais, je fais référence à ce que nous a dit Bouchra tout à l'heure, c'est pour ça. C'est vous Bouchra. Magnifique texte. Alors il y a un auditeur qui a dit est-ce que Bouchra est belle? Moi je peux pas répondre. Non, on peut pas répondre. Moi je dirais qu'elle est belle de par ce qu'elle dégage et ce qu'elle nous donne en tout cas via ses avis tranchés et ce qu'elle nous apporte dans l'émission. Elle a envie de vivre. Voilà. Raïm, merci beaucoup en tout cas pour ce voyage. Je rappelle le numéro de téléphone pour le voyage, c'est important, 06 20 34 00 36. Ouais. Et de temps en temps, n'hésite pas, l'offre réservée aux lecteurs de France. Maghreb 2. Maghreb 2. Ouais, mais ça, mon ami, ça se monnaie par une petite place pour le nouvel an. Hein. Ah non. Ça pas pour les châteaux d'Amboise. Il pensait château d'Amboise, il a dit ok, mais bon. Alger, ça dépend pas de moi, c'est l'avion. Le château, je peux y aller. Mais Sahara. C'est un billet d'avion, il n'y a pas de souci. D'accord. Oh, ça peut s'arranger ça. Bon, on peut donc rappeler que la date de ce voyage, c'est le 5 mémoriel où on rencontrera l'histoire passée, 1852. Parce qu'on rappelle que l'Amir Abdelkader est resté, lui, de 1848 à 1852 dans ce château. Par la suite, ils étaient une centaine de personnes. Il est parti avec une trentaine de personnes. Et il y a à peu près 80 personnes qui sont restées. Et donc, c'est le 5 novembre, donc pas ce samedi, mais le samedi prochain, pas demain, mais dans 8 jours. Et que sur cet endroit, vous allez donc rencontrer les traces de l'Émir Abdelkader, de fameux duc d'Aumale qui a libéré l'Émir Abdelkader. Non, c'est Napoléon qui l'a libéré. Non, lui, il l'a rencontré. Non, il s'est battu la bataille. Non, mais il a signé avec lui. Il a signé, il a libéré parce que c'est lui qui a signé avec lui l'accord de reddition et qui lui a mais qui a trahi parce que quand cet accord a été signé, l'émir Abdelkader devait partir dans un pays musulman d'office. Il avait choisi la Turquie. Et au lieu de partir en Turquie, il y a eu la fameuse révolution de 1848 de France. Et cet instant-là, le régime politique ayant changé, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait notre ami Pasqua. Et donc, au lieu d'aller en Turquie, il a été amené ici, dans 2 endroits dans le sud, après ici. En tout cas, si vous voulez, j'allais dire, retrouver cette histoire, parce que celui qui ne connaît pas son passé, ne connaît pas son présent, il ne peut pas se projeter. Donc c'est vraiment un voyage que je recommande à tous ces jeunes. 5 novembre, 8h, 20h, voilà, nous 06 fait, 20. Nous, avec une autre association l'année dernière, le voyage du 11 novembre au mémorial de Verdun, pour faire découvrir. Et on avait 70 gosses de moins de 10 ans. C'était extraordinaire parce qu'ils ont découvert qu'est-ce que c'est que Verdun. Et avec ce voyage, d'autres jeunes et
des plus âgés, j'allais dire, puisque vous prenez tout le monde, la famille avec les parents et tout ça, et c'est un truc extraordinaire. Et pour ceux, oui, tout à fait. Et puis après ceux qui entendent beaucoup parler de ce beau tableau La Joconde, le peintre de La Joconde est aussi dans cet endroit. Donc regardez, j'allais dire, si vous jouez au loto, c'est 3 en 1. Absolument. Le même jour. Vous pouvez jouer aussi le 06, le 20, le 34, le 00 et le 36, surtout pour réserver. Un petit mot, j'arrête. Oui. Tu as parlé du 11 novembre. Nous, depuis, l'association depuis X temps travaille sur 2 thèmes importants. Un, de la montrer mémoire, que toujours. La mémoire, bien sûr, de montrer que cette France-là, d'une part, a été libérée par la participation des étrangers. D'ailleurs, on a fait des voyages à Verdun depuis longtemps. On a fait 2 films. Si un jour vous souhaitez les projeter, ils sont présents. Et c'est très important. Et puis, on fait d'autres voyages. Par exemple, on l'a fait à Drancy. Parce qu'il y a aussi l'histoire de nos amis juifs. Il vous reste un endroit peut-être, Charahim, c'est le lieu de débarquement, parce que quand on parle débarquement de 1945, on parle toujours américain, et on a oublié le fameux commandant Kiefer. Et dans le commandant Kiefer, il y avait une dizaine de Maghrébins qui étaient donc du côté français pour libérer donc la Normandie lors de ce débarquement. Alors pour l'histoire, d'abord c'est pourquoi on n'y va pas là-bas, c'est une question de distance. On ne peut pas se permettre, ou alors il faut passer une nuit là-bas. Bon bref, pour dire que un de ma famille, 19, la guerre 14-18, après la guerre il est resté à Caen. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il a dans la stèle de Caen son nom, Reziga Aïssa. C'est pour dire que et mon oncle a été déporté en Allemagne 39-45. Et l'année prochaine, on va faire vraiment tout un travail, parce qu'on le fait toujours avant. Nous, on intervient dans les lycées, aussi bien à Paris, à Lyon, Grenoble, Vienne. La semaine prochaine, je vais à Clermont-Ferrand pour montrer. Vous pourrez côté France Maghreb 2 à Clermont-Ferrand, 94 FM. Parce qu'elle diffuse là-bas. Je vais les informer le 14 novembre. Je suis là-bas. Ce serait bien s'ils viennent interviewer des élèves d'un lycée. Voilà, ça serait magnifique. Merci Raïm, merci beaucoup. Merci. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors le coup de cœur, on va le faire en 2 parties. On va commencer par celui de Tarek et puis après la pub. C'est juste sur le principe. Oui, bien sûr. Celui de Bouchra parce qu'il est physique. Le coup de cœur de Bouchra, la baronne qui est avec nous. Alors vous, Tarek, pourquoi avoir choisi cette chanson, de nous faire écouter cette chanson magnifique d'ailleurs? Alors c'est un air traditionnel tunisien qui a été écrit dans les années 55 par Hedi Jouini. Tous ceux qui ont été en Tunisie ont écouté ce titre. C'est Taht el Yasmin fi al-Layl, sous le jasmin la nuit, qui a un très beau discours, un très beau poème d'amour. Et puis, vous imaginez le jasmin au Maghreb, le soir, ça ne peut que faire rêver à l'amour et à l'amitié. Et à la beauté. Et à la beauté. Et puis, donc, il y a eu plusieurs versions. Et là, j'ai découvert aujourd'hui cette nouvelle version d'une fille qui s'appelle Alain Kabirou, qui n'est pas tunisienne, mais qui manifestement a passé une grande partie de sa jeunesse en Tunisie, qui habitait à la Goulette, et qui aujourd'hui est plutôt une cantatrice qu'une chanteuse. Et donc, on l'écoute parce qu'elle a repris cette chanson. Et dans les premières phrases, on va voir la prononciation de la langue arabe par quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. Et je dis toujours que ça rappelle comment on les appelle, nos vieux, nos ancêtres, nos Chibani, nos anciens, quand ils parlent en français, qu'ils comprennent et qu'ils contrôlent, mais dont ils n'arrivent pas à se défaire de l'accent. Donc on va écouter Hélène Kabirou. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec donc le coup de cœur musical de Tarek que l'on vient d'écouter il y a un instant, et le coup de cœur de Bouchra, de la baronne Bouchra, est physiquement présente en studio. Alors Bouchra, est-ce que tu peux nous présenter ton coup de cœur? Alors, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé en début de l'émission, c'est Sonia Djerbi, la créatrice de la marque Thinking Bag. Bonjour à tous. Bonjour Sonia. Donc, alors parlez-nous de cette création. Alors, je suis à France Maghreb aujourd'hui. On n'oublie pas le 2. Je vous prie de m'excuser. Déjà, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très fière d'être là. Étant franco-tunisienne, je passe le bonjour à tout le monde. Croyez-en un Tunisien. Et voilà, donc j'ai créé une marque il y a quelques temps qui s'appelle Thinking Bag. On peut retrouver sur le site thinkingbag-paris.com. C'est quoi? C'est une marque engagée. C'est une marque urbaine, donc en premier une marque stylée, portée par de nombreuses personnes. Et c'est un nouveau concept, c'est un nouveau concept de mode engagé. Donc en fait ma marque, tout au long de sa vie,
partage ses bénéfices avec des associations, car ce projet est sorti d'une indignation. Je vois monsieur Rahim de APCV qui lève la main là. Oui monsieur. Vous avez la carte, une belle carte 25 ans, l'interculturel. Je vais étudier ça. Et vous avez même le cœur de... Et nous on peut vous faire sur notre site. Allez sur le site, vous aurez une idée. D'accord. Je suis toujours à la recherche d'associations. Pour la marque, c'est quoi? C'est des vêtements? C'est des vêtements urbains, t-shirts, sweat, tote bag, pochette, Made in France, commerce équitable, on partage, on aime. C'est une marque qui diffuse une image en fait de respect, de partage et de fraternité. Avec des messages et des slogans, avec des messages assez sympas qui rassemblent les gens. C'est vrai que voilà, j'ai mis en place mes deux amours, l'amour et la mode. C'est vrai que parfois ce qui se passe m'empêche de dormir, et pour régler ce problème, au lieu de prendre des somnifères, j'ai créé une marque qui a un concept qui n'existe pas encore et qui donne l'envie aux gens de partager et d'être engagés, de se manifester avec mes t-shirts qu'on peut acheter sur le site, qui ont déjà aidé de nombreuses personnes, notamment lors de la pop-up store qu'on a organisée en mai, fin mai début juin. C'est vrai, c'était vraiment une expérience extraordinaire, et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont comme moi et souhaitent donner. Enfin, on est vraiment tous sensibilisés par ce qui se passe en ce moment. On dit vraiment tout le temps à longueur de journée, c'est le bordel. Donc du coup, Sonia J, la créatrice, a créé un t-shirt où il y a marqué c'est le bordel. Donc on peut être habillé, stylé et en même temps engagé et soutenir tout le monde. On a pu aider le rallye Aïcha des Gazelles à travers El Désert il y a quelques mois. Là en mai, on a aidé Maraude Banlieue Plus. J'ai pu participer physiquement et financièrement à des maraudes qui ont nourri des pauvres sur Paris, des SDF. Et ça, en fait, ça me remplit le cœur, et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et je vous demande à tous vraiment de me soutenir à travers mon site internet. Site internet, c'est quoi? www.thinkingbag-paris.com. Comment ça s'écrit? Parce que moi je suis nul en orthographe. Thinking Bag. Donc Think, T-H-I-N-K-I-N-G, Bag, B-A-G, Paris. Très bien. On peut me trouver sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook. On peut aussi me demander sur ma page Sonia femme Gerbi. moderne, quoi. Tout à fait, bien sûr. Oui. Instagram, So Creative. Là, je présente une nouvelle collection aussi de vêtements, d'accessoires de mode. Voilà. Des t-shirts, donc, et quoi d'autre? T-shirts, sweat, tote bag, pochette, tout en coton. Tout est commerce équitable, tout est bio et tout est avec de l'amour. Ça marche? Voilà. Ça marche? Ouais, ça va marcher. Ça marche. On me reconnaît dans la rue, on me parle de mes vêtements, les gens veulent travailler avec moi. Ça marche, ça plaît. Et j'invite tout le monde à qui le concept plaît de me rejoindre ou de m'écrire via les réseaux sociaux ou autres. Et j'ai vraiment envie que les gens se rendent compte de tous les petits problèmes qu'il y a actuellement, et que si on se réunit tous, et si on s'aide tous, et si on met tous notre intelligence en jeu, et ben on peut y arriver à un monde meilleur. Tout est possible. Et ben c'est sur cette belle note qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup Sonia. Merci. Et à très vite. Merci Tarek Mami. Merci à la semaine prochaine. Merci, vous serez encore bien entouré la semaine prochaine. 9 femmes autour de vous. Je vous l'annonce tout de suite. La baronne Bouchra, merci beaucoup. Sans prétention, j'ai l'habitude. Donc. Oui, mais là vous serez bien accompagné. Je peux faire un bisou à mes parents. Bah allez-y, je vous en prie. J'embrasse mes parents, ma famille, mes amis, sans qui jamais j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait pour Thinking Bag. Bravo. Merci beaucoup. À tous et merci à Bouchra. À très vite, merci beaucoup. Dans un instant, la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2 avec un morceau que l'on écoutera en fin d'émission qui m'a été recommandé, je l'expliquerai, le rappellerai tout à l'heure par la baronne Bouchra. Et nous, on s'en va donc direction Nanterre pour cette soirée, on le rappelle, pour ce projet d'école Amana à partir de 20h à l'espace Chevreuil à Nanterre. Le numéro de réservation 06 17 07 40 20. 06 17 07 40 20. Venez, on compte sur vous, on se croise là-bas si vous le voulez bien. 18h 2 minutes. Le rappel de l'actualité de ce vendredi soir, c'est avec Marine Garel avant la suite du Grand Forum et notre ami Amar à suivre. Bonsoir.